Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sanselme, l'hôte de ce podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Dans Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous parlent de leurs expériences et de leur vision sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Estevez, consultant en observabilité de marché EMEA chez Splunk. Splunk est une entreprise américaine spécialisée dans l'analyse de données en temps réel, notamment à partir de données machines. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous redire avec tes mots ce que fait Splunk ? Ça dépend, on a 3 heures devant nous. Non, j'ai que comment il faut faire court. Non, l'intro était la bonne. Donc Splunk, à la base, c'est une plateforme de données. Donc on récupère des données machines, donc des données techniques. On ne va pas faire du Word ou de l'Excel en tant que tel, mais c'est des logs, des métriques, des données de base de données, des choses comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir justement récupérer ces données qui existent un peu partout et de les sortir de leur silo, de pouvoir les corréler, de reporter dessus, de faire de l'alerting, etc. Donc on est né comme ça. Et après, on a évolué vers d'autres cas d'usage, vers la cybersécurité, l'observabilité et d'autres types de marchés comme ça. Ouais. Le problème que vous résolvez, si on doit en choisir qu'un, c'est quoi ? Alors, parmi les 4 milliards de problèmes qu'on peut résoudre, je vais me concentrer uniquement sur ceux que je connais bien, qui est plutôt l'observabilité, puisque, comme je disais, une plateforme de données, ça fait plein d'autres choses. Je dirais que le premier, c'est tout ce qui tourne autour de l'expérience utilisateur. Donc, la qualité de l'expérience utilisateur et tout ce qui tourne autour de la résilience digitale. Donc, savoir quel niveau de performance je donne à mon acheteur, si je suis en B2C ou B2B, ou même à un robot dans une usine. Savoir si j'ai un ralentissement, une panne, d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que ça vient de l'infra, du code, du device de l'utilisateur, etc. Donc, c'est un peu ça à la base, c'est cette évolution du monitoring vers l'observabilité. Mais la finalité, je dirais, c'est essentiellement assurer cette résilience digitale, puisqu'aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises dépendent de 0 et de 1 à un moment ou à un autre. Et alors, moi, il y a un angle qui m'intéresse particulièrement. On va dire, un de vos concurrents, c'est Datadog, on pourrait dire, notamment sur cette partie monitoring. Confrères, allez, on est sympa avec nos concurrents, nos confrères. Vos confrères. Votre choix différenciant, c'est de se baser sur de l'open source, notamment OpenTelemetry, de contribuer beaucoup sur OpenTelemetry. C'est un choix assez original, assez audacieux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, en fait, alors Datadog contribue aussi à OpenTelemetry, comme nous et d'autres. Il faut bien savoir que OpenTelemetry, c'est un projet communautaire, donc open source. Et l'idée, c'est de créer un agent unique qui puisse collecter tous les types de données dont on a besoin à minima, justement pour comprendre un système et le rendre observable. Et on dit que généralement, les types de données minimum à avoir, c'est des logs, des métriques et des traces. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer tout ça à l'audience, que plutôt... Pourquoi pas Okay. Rapidement, en fait, quand je veux troubleshooter ou savoir ce qui se passe, en gros, je vais regarder mes métriques. Mes métriques, c'est ces valeurs numériques qui me disent ça tourne au rouge, le CPU est trop élevé ou le temps de la transaction est trop long, peu importe. Ouais. Mais ça ne va pas me dire pourquoi. Ou alors, où est-ce que je dois chercher ? Pour aller savoir où chercher, on va aller collecter un autre type de data qu'on appelle des traces. Et en fait, c'est quand dans mon parcours dans l'application, j'ai cliqué ici, j'ai été là, je suis sorti de l'appli via une API, je suis allé ailleurs, etc. Tracer comme ça pour savoir à peu près où se trouve le problème. Donc, je sais que j'en ai un, je sais à peu près où, mais maintenant, j'ai besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Là, c'est les logs. Donc, ces fameux fichiers qui sont générés par l'appli, l'infra, etc. et qui enregistrent en fait tout ce qui se passe. Et jusqu'à maintenant, avant OpenTelemetry, en fait, on avait des agents, soit des agents séparés. Il y en a un pour les logs et puis que j'envoyais chez Splunk, par exemple, un pour les métriques que j'envoyais chez Datadog, parce qu'on les a nommés. Et puis les traces, on va continuer à nommer des concurrents vers Dynatrace, par exemple, etc. La problématique, c'est que déjà, ces agents étaient propriétaires. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font vraiment. Ils récupèrent la donnée, ils l'envoient, mais entre les deux, voilà. En plus, ils ne se corrèlent pas forcément entre eux. Or, moi, quand je suis en train d'investiguer, j'ai besoin de savoir, de naviguer entre ces logs et métriques et les traces pour prendre une bonne décision. Parce que, me dire le CPU est trop élevé, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que j'ai trop d'utilisateurs ? Ça, c'est chouette. Autant mettre la carte bleue et continuer à mettre du CPU. Et si ça venait d'une ligne de code qui était mal formée, qui prenait toutes mes ressources, ça c'est beaucoup moins chouette, mais j'ai besoin de le savoir, mais ça c'est dans les traces. Donc il fallait vraiment décloisonner ces datas-là et avoir un agent unique. Et c'est tout l'histoire d'OpenTelemetry, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer
la communauté, va pas créer un agent de télémétrie qui sait tout collecter, qui est open source, dont je vois exactement ce qu'il est en train de faire. Ça, en plus, les équipes sécu, elles adorent. Parce que du coup, je peux anonymiser les données avant même de les envoyer vers un Splunk ou vers un de nos confrères, etc. Ce qui a fait, nous, notre particularité, comme je le disais, il y a beaucoup de confrères qui supportent OpenTelemetry, qui savent récupérer des données d'OpenTelemetry. Ouais. Lorsqu'on les pousse dans les retranchements, souvent, l'agent propriétaire, il revient un petit peu tranquillement s'installer en disant oui, mais pour ça, il faut l'agent propriétaire, et on redevient, enfin, on se renferme dans un environnement propriétaire. Nous, on a fait le choix dès le départ de faire du 100% OpenTelemetry natif. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va jamais demander à installer un autre agent. On a fait le pari et on se rend compte qu'avec le temps, le pari était payant parce que c'est en train de devenir le standard de facto du marché. Et on a même vu en France des grands industriels dans des produits dérivés de l'automobile pour aider à rouler les voitures. Je n'ai pas le droit de dire le nom, mais enfin, on peut imaginer, qui ont fait le choix stratégique de faire 100% tout sur OpenTelemetry. Quel que soit vers qui vous allez l'envoyer, parce que l'intérêt, c'est que si demain, je ne suis pas content de mon outil actuel et je veux envoyer vers Splunk, j'ai déjà instrumenté tout mon environnement. J'ai juste à rerouter. Voilà. Okay. C'est une longue réponse, mais c'est un projet qui est tellement structurant et important et vraiment la première étape de l'observabilité, ça mérite qu'on s'y attache. Ok. Alors, tant qu'on parle d'OpenTelemetry, je change un peu de sujet, mais on parle pas mal d'IA, de machine learning ici. Ce qu'on a besoin de faire dans du machine learning, de l'IA, c'est se créer des datasets avec l'input, l'output, etc. Ça se fait à travers de la télémétrie notamment, mais ça rentre pas dans les cases log, métrique, trace. Et pourquoi pas ? Alors comment ça rentre dans les cases ? Pourquoi pas ? Parce que en fait, alors ça dépend. Il y a l'IA, ça veut tout et rien dire. Il y a plein de segments, etc. Il y a une partie de l'observabilité. Alors avant, c'était séparé. Maintenant, les analystes commencent à le mélanger. Bon, après, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais c'est mon avis perso. C'est l'AIOps. Donc, tout ce qui est machine learning appliqué à l'IT, en fait, pour aider à l'IT à être plus efficace. Donc, c'est tout ce qui va permettre de trouver des anomalies. Parce que dans les stacks modernes, les environnements modernes, type microservices, containers, tout ça, etc., il y en a partout. Et aujourd'hui, les humains, on peut plus absorber ce volume de données. Et donc, trouver une anomalie quand j'ai 10 000 containers quelque part, c'est impossible. Donc, on a besoin de cette capacité à augmenter l'humain avec le machine learning. Donc, trouver des anomalies, détecter la route cause probable. Dans tout ce millier de data, disant tu sais quoi, c'est là le problème. C'est directement cette ligne de code, et donc tu n'as pas besoin de réveiller à 3h du matin et le développeur et le DBA et le gars de l'infra, etc. Moi, je vais te donner la route cause probable, et c'est cette personne qu'il va falloir réveiller pour régler le problème qui est en train d'impacter les métiers. Ça permet de faire des choses comme du prédictif. On peut prédire aujourd'hui des pannes avant qu'elles arrivent et avoir le temps. Donc, c'est comme si on avait des SLA négatifs. Moi, je vois des SLA où tout le monde dit en combien de temps je peux restaurer le service ? Non, je peux faire des SLS, en combien de temps je peux éviter que ça arrive ? Bon, si tant est que l'incident est déjà passé dans le... Parce qu'on lit pas l'avenir, mais on lit le passé et on analyse des signaux faibles. Ouais. Et en fait, toute la notion d'observabilité, c'est log, métrique, trace, events, tout ça, c'est là où on va aller puiser ces signaux faibles et alimenter aussi les algorithmes d'AIOps. Après... Ça, nous, on le fournit en standard. Je veux dire, on consomme le machine learning. L'anomaly detection est déjà là, etc. Je crois que l'audience qui nous écoute, il y a quand même beaucoup de data scientists, par exemple. Il ne faut pas oublier que Splunk, à la base, c'est une plateforme de data. Et on fournit des outils, justement, pour les data scientists pour simplifier le travail de je onboard la data, je prépare, je nettoie, etc. On fournit déjà plein d'algos. Mais ils peuvent venir avec leurs propres algos. On a les toolkits pour le machine learning, pour le deep learning. Et on a des clients comme Porsche, par exemple. Ils ont des data scientists et ils ramènent leurs algos métiers, mais ils les font jouer et les entraînent sur les données générées par Splunk, normalisées par Splunk, simplifiées par Splunk. Mais alors, pour vraiment le cas d'usage précis de la collecte de données input-output pour un réentraînement futur, je mets en place un use case de machine learning pour la première fois, donc j'ai des données statiques, j'ai entraîné mes algos dessus. Je log, je mets des traces, j'ai des métriques, mais comment est-ce que je récupère une liste des input-output
à travers tous les usages de mon algo, à travers les jours qui passent et les semaines. Comment est-ce que je peux constituer un dataset sur la base de ce qui s'est passé de la donnée d'usage avec OpenTelemetry? Est-ce que ça rentre dans ces cases-là, ou est-ce que c'est un autre type de télémétrie? Après, en tout cas, nous, sur la partie qui nous intéresse, qui est vraiment la partie, on va dire, DevOps, SecOps et IT, OpenTelemetry, c'est juste entre guillemets, mais c'est quand même un projet important, c'est juste la manière de collecter la donnée et l'ingérer dans la plateforme. Et après, c'est dans la plateforme où on va avoir la capacité, justement, à entraîner les algos, ramener ses propres algos, etc. Les tuner en fonction des besoins, voir les... Oui, donc c'est plus qu'est-ce que je vais en faire après. Qu'est-ce que je vais en faire après, mais on le récupère avec, par exemple, des logs, et après, la responsabilité du back-end, c'est de la sauvegarder dans une database qui va nous créer. Après, tout ça, c'est une data plateforme, donc les données, elles sont dans Splunk. Je peux les exporter si je veux, mais elles sont dans Splunk, parce que l'intérêt après, c'est justement de faire jouer les algos directement dessus, etc. Mais on a par exemple, pour les clients qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, si je prends l'exemple, je vais essayer de trouver un exemple un peu intéressant. On a des algos, par exemple, qui permettent d'analyser sur le passé tous les incidents que j'ai eus et d'analyser les seuils, en fait, pour comprendre le comportement habituel d'une application. Donc, pour donner un exemple, si je suis une boîte de trading, il est 9h du matin, les marchés ouvrent, on est lundi, c'est normal que mes ressources soient très consommées, par exemple. Dans une optique de monitoring, on va dire, souvent j'ai des seuils statiques. Et souvent, ça passe en rouge. Or, on sait tous que c'est un faux positif. Que va faire l'admin? Il va baisser le seuil. Je désensibilise. Du coup, c'est pas la meilleure idée du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'algo, en fait, détecte que c'est lundi matin, que c'est pas le jour de Noël, que les marchés sont ouverts, et que tous les lundis matins dans le passé, j'ai déjà eu ce comportement-là, et de pas générer une alerte. C'est l'algo qui va déterminer si je génère une alerte ou pas. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que le lundi suivant, je suis à 5% d'utilisation de mes ressources, le marché est ouvert, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Or, si j'ai un seuil statique, je suis sous les radars, alors clairement, il y a un problème. Là, l'algo, c'est lui qui va déterminer, je génère une alerte quand même. Mais quand on met en place ce genre de choses, on a les possibilités avec Splunk de mettre des garde-fous, de faire des tests et de dire, voilà, si j'active ce seuil-là, ça va donner quoi comme nombre d'alertes? Est-ce que j'ai la capacité après de les traiter? Est-ce que j'ai suffisamment dans mes équipes de people pour gérer ça ou pas? Pour pas me tirer une balle dans le pied. Donc l'idée, c'est d'avoir l'outil, il s'entraîne sur les données, il devient plus pertinent, il crée ces fameux seuils, mais il y a toujours de l'humain quelque part pour s'assurer que ça va pas me péter à la figure, pour parler clairement, et de me tirer cette fameuse balle dans le pied. Ouais. Alors là, on est dans des cas un peu concrets. Alors justement, pour bien qu'on comprenne, c'est quoi l'essentiel des données, on va dire les données les plus courantes sur lesquelles vous vous basez, les sources de données sur lesquelles on peut construire, enfin exploiter faire du signal, sur la plateforme. Alors, il y a deux cas de figure. Sur le cas de la figure de la plateforme pure, là, il y a de tout. Donc, il y a évidemment Logmetric Events, comme on l'a déjà dit. Ça peut être des données GPS, du RFID, de l'IoT avec du SCADA, enfin des API. C'est vraiment... là, on a de la base de données. Enfin, on peut mettre de tout dans Splunk, on va dire, à partir du moment, encore une fois, c'est de la donnée machine. Donc, c'est ultra large. Quand on parle d'observabilité pure, souvent, en fait, on s'adresse, encore une fois, aux personnes du dev, de l'ITOps et de la sécurité. Et là, on reste essentiellement focalisé sur les logs, les métriques et les traces et les events. Mais encore une fois, là, le challenge, c'est surtout de tout mettre sur une seule plateforme plutôt que d'avoir des outils séparés. Parce que, encore une fois, on est là pour s'assurer de la qualité de service à l'utilisateur final. Or, moi, je viens du monde de la prod. Donc, j'ai passé 20 ans dans les data centers, dans les cloud providers et autres. Et ça m'est déjà arrivé en tant que product manager et owner d'être appelé, comme les autres, à 4h du mat. Parce que là, les SLA, il fallait payer des pénalités. Et de me rendre compte qu'autour de la table, chacun regardait son petit écran et puis personne n'avait la solution. Tout le monde se renvoyait la balle. On appelle ça le syndrome de la pastèque. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Tout le monde regarde sa pastèque, elle est verte, et puis jusqu'au moment où on commence à les ouvrir, et puis on se rend compte qu'elle est rouge à l'intérieur. Okay. Et c'est un peu ça. Donc, nous, notre rôle, c'est justement de faire en sorte de casser que tout le monde puisse avoir accès à toutes les données dans le bon contexte
Et souvent, ce qui fait sourire un peu les gens avec qui je discute, c'est qu'on a créé un nouveau KPI. C'est pas une bonne idée de le faire, hein. Mais moi, j'appelle ça le mean time to innocence. C'est-à-dire que maintenant, je sais en combien de temps je peux prouver que ça vient pas de chez moi, que ça vient du copain. C'est-à-dire, si je suis développeur, c'est de prouver que si tu m'as pas mal configuré mon infra, ou le gars de l'infra de dire, bah, je suis désolé, mais c'est ta ligne de code, etc. Ou c'est quelqu'un du réseau, parce que c'est toujours la faute du réseau, de toute façon. Voilà. Mais c'est un peu ça, l'idée. Donc, dans l'observabilité, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Ouais. Là où le bas blesse, et ça, souvent, les éditeurs de software n'en parlent pas, c'est bien de collecter les logs métriques et les traces. Mais il faut les collecter aussi à la bonne cadence. Et puis au bon coût, parce que ça coûte de l'argent de récupérer des données aussi. Donc il faut avoir aussi le bon positionnement en termes de prix pour pas que ça coûte plus cher que ça ne génère de valeur. Et l'exemple classique, de plus en plus les nouvelles applis dans les métiers, bah, c'est du microservice sur du container, du serverless. C'est des infrastructures qui sont ultra éphémères. Elles vivent et elles meurent en quelques millisecondes. Et aujourd'hui, moi, le premier warning que je donnerais aux gens, c'est de jamais faire confiance à la terminologie. Moi inclus, faut pas me faire confiance. C'est-à-dire que quand je parle d'observabilité, j'ai une vision de l'observabilité qui sera pas forcément la même que celle de mes clients ou celle de mes confrères. Vous allez sur tous les sites web de tous les acteurs de l'observabilité, tout le monde va vous raconter, on réduit le mean time to repair, on fait du bout en bout, on fait du temps réel. C'est quoi du temps réel ? Le problème, c'est ça, c'est faire du temps réel toutes les minutes, je suis désolé, mais autant faire tous les 4 ans. Hein. Parce qu'avec des environnements si éphémères dans le cloud, si vous collectez les données, ne serait-ce que même toutes les 10 secondes, vous êtes déjà trop lent. Parce qu'en 9 secondes de non-observabilité, donc en 9 secondes, si je récupère pas mes métriques et mes traces, etc., ces technos-là, il s'est déjà passé plein de trucs. J'ai déjà eu un plantage, j'ai perdu des clients, j'ai été impacté sur le chiffre d'affaires, le système s'est relancé automatiquement parce qu'il est ultra performant. Et au bout de 10 secondes, quand je repose la question, est-ce que tu vas bien, il va me dire, bah oui, je vais bien. Donc moi, je suis tranquille, je prends mon café, sans savoir que j'ai eu un memory leak, enfin, j'ai eu un problème technique, que j'ai impacté mon business, et mes outils sont verts. J'ai une belle pastèque. Et donc aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il faut vraiment creuser et pas faire confiance à la terminologie et aller dans le détail, parce que comme c'est un marché qui est un peu nouveau, il y a beaucoup de observability washing, comme disent les anglophones, et il y a un peu trop de marketing parfois. Ok, hyper intéressant. Alors sur l'aspect très IT, très tech, on voit très bien cet enjeu de service level agreement et compagnie qu'ont les traces, les logs, les métriques. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des décisions business qu'on peut prendre grâce à ce niveau d'information, des exemples par exemple de clients, voilà, d'un point de vue vraiment non tech, décision business. Grâce à moi j'en ai un que j'adore, qui est vieux, hein, parce que c'est un client qu'on a depuis pas mal d'années, mais que j'utilise souvent parce que vous allez voir, ça part dans tous les sens, c'est ça qui est génial. Ils sont très créatifs. C'est l'aéroport de Dubaï, qui est un des principaux aéroports en termes de trafic. Il faut savoir que le métier de l'aéroport, c'est l'expérience passager. Et le duty free au passage, et les taxes d'aéroport et ainsi de suite, donc tout le métier est là. Et en fait ils se sont assez rendus compte que pour être dans les très bons classements des meilleurs aéroports, il y a un certain nombre de critères, dont par exemple le Wi-Fi et la propreté. Donc ils ont commencé à utiliser Splunk pour voir est-ce que le Wi-Fi fonctionne bien, parce qu'ils ont à peu près, à l'époque déjà, hein, je parle de ça il y a quelques années, plus de 20 000 connexions simultanées, donc maintenant ils en ont certainement beaucoup plus. Et puis ils se sont dit, je prends Splunk, comme ça je récupère toutes mes données et des équipements physiques et du réseau et de ceci, je corrèle et puis je vois si tout va bien. Puis finalement ils se sont dit, mais cette même data du Wi-Fi, je peux peut-être la réutiliser pour d'autres choses. Et ils se sont rendus compte, enfin je sais pas si tu le sais, mais tu sais, ton téléphone quand il se connecte à un réseau, même si t'es pas connecté au Wi-Fi, il dialogue avec le Wi-Fi. Il n'y a pas de données personnelles, mais on a une MAC adresse. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi créer un heatmap de où se trouvait physiquement le plus de passagers. Comme ça, en cas d'incendie ou de problème, les équipes de sécurité, mais du genre sécurité, genre pompiers, etc., savaient qu'il fallait aller plutôt au 3e étage, avec les mêmes données du Wi-Fi qui servaient à l'équipe réseau. Il n'y a rien d'autre. La donnée a été ingérée une fois, c'est juste on lui pose d'autres questions avec Splunk. On crée un autre dashboard. Et puis finalement, ils se sont dit, maintenant que je sais où sont les gens, peut-être pouvoir optimiser un petit peu la clim, parce que il fait chaud à Dubaï. Ils ont fait, alors je peux pas donner le chiffre, mais c'est un niveau d'économie énorme au niveau de consommation électrique.
parce qu'ils optimisaient les températures, etc., en fonction de là où se trouvent les gens. Ouais. Voilà, donc on se rend compte qu'une simple donnée, aussi presque basique, je dirais, que le Wi-Fi, peut être déclinée à l'infini. Donc si on fait ça, pas pour le Wi-Fi, mais pour tous les autres types de data, en fait, le nombre de cas d'usage sur Splunk est absolument illimité. Et pour en venir, parce que je sais que tu aimes bien parler beaucoup d'AI, etc., et de machine learning, par exemple, l'autre cas, ils se sont rendus compte, pour être bien classé, c'est la propreté. Et du coup, ils se sont dit, moi, je peux récupérer les données des sensors. On a des capteurs dans les toilettes. Donc, le nombre de fois où j'ouvre la porte, où je me lave les mains, maintenant, c'est automatisé. On passe les mains devant. Tout ça, ça génère des logs, etc. Et maintenant, c'est les algorithmes. C'est le machine learning qui dit à quel moment l'équipe de nettoyage doit aller nettoyer les toilettes en prenant en compte les capteurs, etc. Mais aussi en corrélant avec des données d'avions, en disant là c'est un avion qui vient du Japon. Ils se sont rendus compte que les Japonais étaient les plus exigeants en termes de propreté, et donc ils corrélaient un certain nombre de sources comme ça pour s'assurer que quand un avion par exemple japonais arrivait, tout était cleané avant quoi qu'il arrive. Okay. Et c'est comme ça qu'ils ont amélioré vraiment l'expérience utilisateur au maximum, au point que le CEO, donc là c'était pas l'IT, c'est le CEO qui conclut. On a une vidéo en ligne, je crois sur YouTube, elle est disponible. Sans ajouter aucune piste d'atterrissage, il allait augmenter son business de 30%, rien qu'en tapant dans la donnée. Ouais. Dans les données qu'ils avaient, sauf qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient extraire de la valeur du capteur dans les toilettes, quoi. Enfin, ils appellent ça les golden bathrooms. C'est, on peut en parler pendant des heures, des cas d'usage, c'est illimité. C'est hyper intéressant. L'aéroport, les capteurs dans tous les sens, et finalement la présence des personnes qui est traduite par les données Wi-Fi, quoi. Aujourd'hui, tout génère de la data. Et le problème, c'est que ces données, justement, elle est partout. Elle a des formats différents. Elle est difficile à collecter. Elle est difficile à corréler. C'est difficile de dashboarder. Mais c'est l'intérêt d'une plateforme de data. C'est tout l'intérêt, justement, d'avoir une solution comme Splunk. C'est de pouvoir en tirer quelque chose et de générer de la valeur. Mais quand je dis de la valeur, c'est que ça va jusqu'à plus 30% de chiffre d'affaires, quoi. Ouais. Alors, du coup, la donnée de Wi-Fi, on comprend bien la puissance que ça a. Peut-être d'autres exemples de sources de données aussi puissantes comme ça que... on a des fabricants automobiles, par exemple, qui récupèrent des données pour savoir où est-ce qu'ils mettent les... Alors là, on sort de mon environnement naturel qui est l'observabilité pure, qui est disponible applicative et infra et tout ça. Mais on a des constructeurs automobiles qui, par exemple, travaillent sur où est-ce que je vais mettre les bornes de chargement de mon véhicule. Et ça, c'est des corrélations de données qui viennent de où sont les clients, où est-ce que ça a été vendu, où est-ce que les gens habitent, est-ce qu'ils ont voulu accepter de partager les datas, etc. Et de faire plein de corrélations différentes pour optimiser. Et là, c'est leur data scientist, pour le coup, qui utilisent la plateforme, mais qui ont travaillé les algos. Donc, on a des algos standards, mais ils ramènent aussi leurs propres algos. Et c'est la plateforme qui leur dit, voilà, ça, c'est à tel endroit dans telle rue. Donc là, c'est corrélé de l'info GPS avec des infos de vente qui peuvent peut-être venir de Salesforce. Enfin, voilà, c'est vraiment des sources ultra hétérogènes. Ok. Mais moi, il y en a qui, sur tous les secteurs d'activité aujourd'hui, la data, c'est générique. On est présent dans tous les secteurs d'activité. Alors, l'IA générative a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Pour vous, ça a changé quoi ? Pas grand-chose. Moi, personnellement, oui, parce que j'utilise pas mal. Plus sérieusement, oui et non, parce que... alors, on fait de l'AI générative, donc on a des AI assistants. Donc, aujourd'hui, on peut parler en langage naturel avec la suite observabilité de Splunk. En disant, raconte-moi ce qui se passe. Okay. Dis-moi, voilà. Donc, au lieu de chercher entre les logs métriques et autres, il va dire, voilà, j'ai repéré que tel problème dans le cloud a fait que dans tel container a fait que tel machin, etc., impacté tel utilisateur. Donc, en langage naturel. Ok, donc ça, on fait. Parce que de toute façon, on se doit de le faire, entre guillemets, mais on s'adresse quand même à des experts. Donc, mais c'est très pratique, par exemple, quand on a des gens qui sont moins familiers avec les outils pour pouvoir juste dialoguer sans forcément comprendre, même si on a fait en sorte quand même que les outils soient assez intuitifs pour faire du troubleshooting. Après, on aide aussi les clients qui, eux, ont fait le choix d'utiliser des LLM, par exemple, pour rendre ces LLM observables. Est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils ont le niveau de performance nécessaire? Est-ce qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire? Etc. Donc, et là, on fait de l'observabilité pour les LLM de nos clients. Donc, on en a, nous, les nôtres, qu'on fournit à nos clients pour qu'ils puissent dialoguer avec Splunk, mais on aide aussi à appliquer ce qu'on sait faire en sécurité et en observabilité pour les LLM de nos clients qu'ils utilisent pour leurs propres besoins.
Ok. Et la suite Splunk, Ouais. est-ce qu'elle envisage ou est-ce que c'est fait de créer, on va dire, un volet observabilité pour LLM ou on dit C'est le cas en fait. Ouais. Alors j'ai peut-être mal expliqué. Effectivement c'est le deuxième cas de figure. Enfin si j'ai bien compris la question, ouais, c'est le deuxième cas de figure. Avec des traces spécifiques au LLM où on peut observer. Le LLM c'est plus dans le dialogue. C'est-à-dire si je reprends le premier exemple, c'est de dire voilà. Moi, j'ai un outil d'observabilité comme Splunk, par exemple, où je récupère toutes mes données et je veux savoir qu'est-ce qui va pas. Pourquoi j'ai une dégradation, pourquoi j'ai une perte de revenus, pourquoi j'ai une dégradation de performance et à quel endroit je dois regarder. Est-ce que c'est mon cloud, est-ce que l'appli, est-ce que on peut aller jusqu'au c'est le laptop de l'utilisateur. On a des cas, j'ai quelques anecdotes si après tu veux assez étonnantes là-dessus. Et donc on a une interface graphique où tu vas pouvoir consommer ces données voilà, cliquer en disant tiens, là j'ai une trace d'un utilisateur qui a un problème, je clique, ça vient pas du cloud, je regarde, ça vient du code, ça vient pas du code, je clique, hop, ça vient de l'infra et ça vient de telle machine ou de tel endroit dans l'internet, dans le réseau, peu importe. Voilà. Mais si j'ai pas envie de faire tout ce schéma-là qui est en quelques clics, je peux aussi lui dire ok, j'ai une alerte. Dégradation sur tel utilisateur. Manque de bol, c'était mon PDG, par exemple. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Je vais lui poser la question. Donc, on a un autre LLM derrière. Il va dire Splunk, observabilité, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé pour tel incident. Et Splunk va aller à la place dire voilà, j'ai regardé telle trace et il semblerait en fait, il va faire tout ce travail-là que va faire l'humain pour l'aider à aller plus vite à la réponse. Voilà. Donc, on est comme beaucoup. On consomme et on fournit, entre guillemets, de l'LLM, mais c'est plus l'interface entre Splunk et l'utilisateur final. Oui, c'est pas les traces des LLM eux-mêmes. Voilà. Après, on a des clients qui utilisent LLM pour d'autres besoins chez eux, pour leurs propres besoins. Et là, on considère le LLM comme un environnement informatique, on va dire. Donc, c'est les algos qui tournent sur des machines avec du code, il y a du Python, il y a du je sais pas quoi dessus. On va le rendre observable, c'est-à-dire qu'on va le monitorer, on utilise l'ancien terme, on va dire, pour faire en sorte que voir que ce chat GPT que tu utilises, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il tourne bien ? Est-ce qu'il se connecte là où il devrait ou il se connecte pas ? Enfin, des tas de choses. Mais c'est un autre cas d'usage un peu différent. Donc, on fait les deux. Okay. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris ou répondu à ta question, mais tout à fait. T'avais une anecdote en tête. Ah oui, non, l'anecdote c'est que en fait, quand je dis qu'il y a quand même des gens un peu particuliers, on a un client qui est dans le voyage et qui comprenait pas pourquoi quelqu'un arrêtait pas de se plaindre sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, on est en train de parler à l'époque de Twitter. Voilà. Donc quand je disais que Splunk peut récupérer des données de partout, c'est qu'on peut récupérer aussi des données de Twitter, par exemple, et dire pourquoi ça marchait pas. Et après, quand on a aidé le client à investiguer, c'est parce que la personne se plaignait de la lenteur du site web parce qu'il était en train d'acheter des billets d'avion à partir de son interface de la PlayStation 5. Je sais pas qui a l'idée de prendre la manette de la PlayStation pour taper une URL et acheter un billet d'avion, honnêtement, sur un navigateur avec une PlayStation. Donc c'est vraiment voilà, et là mais du coup on le sait, donc on peut aller répondre à cette personne en disant écoutez, je suis vraiment désolé que ça aille pas si vite, mais c'est comme si tu te connectais avec ton BlackBerry de nos jours. C'est pas forcément, enfin on a optimisé notre site pour iOS, Android, un ordinateur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pensé à la PlayStation pour acheter les billets d'avion quoi. Ouais, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, le time to comment t'appelles ça ? Time to innocence. To innocence quoi, Voilà. C'est combien de temps est-ce que je mets à te montrer que le responsable c'est toi parce que tu te connectes avec une PlayStation quoi. Mais pour trouver cette info, voilà, il faut déjà pour savoir qu'il y a eu ce problème parce que c'est une trace parmi des centaines de milliers par jour peut-être. Donc c'est un utilisateur, mais il faut déjà la détecter. On l'a détecté parce qu'il monitorait aussi son Twitter en fonction de certains mots-clés. Voilà, aux gens se plaignent, etc. Et de pouvoir ensuite corréler plein d'éléments pour arriver à trouver, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est à cause de ça, et de pouvoir répondre, parce que ça reste quand même un client, pouvoir lui répondre et lui apporter une solution, parce que le business, de ce client, c'est de vendre des billets d'avion, et il a envie que ce client revienne, et qu'il rachète des billets d'avion. Mais peut-être pas avec la PS5. Mais ça doit être tu dis ça presque comme une blague, mais ça doit être un vecteur de vente colossal, ce time to innocence, quoi. Le fait d'être capable de montrer que c'est pas de chez nous que vient le problème, ça veut dire mettre moins de ressources sur des questions qui viennent du client et qui nous font
voilà, perdre Alors du ça marche temps. tout le temps, ça c'est clair, parce que tout le monde sourit, tout le monde fait comme ça de la tête, oui. Un petit signe de oui en disant bah oui, ça nous arrive tout le temps. Honnêtement, moi j'ai peut-être démarré dans la prod il y a maintenant plus de 20 ans, en comptant toutes les expériences, et j'ai l'impression que ça n'a pas changé encore. On est toujours dans la même situation, on a toujours des cellules de crise, on se fait toujours appeler la nuit et puis on se pointe toujours du doigt. Mais aujourd'hui, ce qui devient encore, enfin, ce qui motive les gens à passer à de l'observabilité, c'est déjà qu'ils ont pris conscience que le monde a changé. C'est-à-dire qu'on change la manière de coder les applis. Donc avant, on faisait des gros monolithes, voilà, on faisait une version par an. Maintenant, on fait des microservices et on fait une mise à jour toutes les 5 minutes. On a changé la manière de fournir de la capacité de calcul. On n'a plus les bons vieux serveurs rackés. Voilà, maintenant, on a des containers, des trucs dans le cloud, on-prem, machin, etc. Et puis, on en balance dans le cloud. Donc, en fait, on n'est plus propriétaire du matériel dans le cloud. Donc, on perd vachement de visibilité sur les données. Donc, il faut trouver un autre moyen d'avoir cette information-là. Parce que on reste propriétaire du contrat. Donc, le client final, lui, il s'en fout de savoir si vous êtes chez tel ou tel cloud provider. Ouais, bien sûr. C'est pas son problème. Donc je dirais le besoin, il est là. Le besoin je dirais de résilience digitale est là. Nous, on a même fait une étude l'année dernière qui est encore super valide, qui s'appelle le cost of downtime. Combien ça vous coûte d'argent de pas être disponible ou d'être lent, parce que je suis désolé, j'utilise beaucoup de mots anglais, mais ils disent slow is the new down. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être lent, c'est comme une interruption de service. En fait, c'est à peu près le même impact sur le business, tellement les gens ont une attente en termes de performance, etc. Et ben, on voit que dans cette étude, par exemple, les différents centres de coûts, c'était pas juste la perte de chiffre d'affaires, mais ça va être aussi le marketing, par exemple, qui ont un gros budget, qu'ils allouent pour aller chercher des nouveaux clients. Et ben quand on a un grand plantage, parce qu'on dépend d'un site web, si on est dans le B2C, qu'on a un gros site web etc. Eh ben, ce budget-là, je vais devoir le réallouer pour rétablir la confiance, recréer la confiance sur la marque, etc. Donc, ça va m'impacter mon business aussi. Après, s'il y a eu un problème en même temps qui est lié à la sécurité, je vais payer des amendes pour certains cas, ou je vais payer des premiums sur mes assurances digitales auprès des assureurs. En fait, on se rend compte qu'il y a des coûts cachés, mais partout, dans tous les sens. Donc, aujourd'hui, on dépend trop, entre guillemets, mais c'est bien, mais ça demande une certaine responsabilité du digital. Et si on n'est pas capable de rendre ces systèmes observables et de les sécuriser, c'est tout notre business qui est à risque. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on s'adresse quand même à des ingénieurs, souvent. Et on aide de plus en plus à aller vers le CTO, CIO, voire le CEO, comme l'exemple de l'aéroport de Dubaï. Donc, on les aide de plus en plus, mais à se reconnecter au métier. Et montrer qu'un plantage technique, c'est directement lié au business, finalement. Et comme toujours, quand on touche au portefeuille, on a un peu plus d'écoute. Alors, quels sont les obstacles humains à l'utilisation de votre travail ? Alors, moi, je suis fan d'un peu de psycho de comptoir. Et pour moi, c'est souvent les biais cognitifs. C'est-à-dire, je prends des exemples. En fait, les gens se rendent pas compte qu'ils ont besoin des données parce qu'ils disent ça y est, non mais moi j'ai l'habitude, donc j'ai toujours fait comme ça. Donc le biais d'ancrage par exemple, ou un que j'utilise souvent un autre que j'utilise souvent pour expliquer l'observabilité, c'est le biais du survivant. Je sais pas si il te parle, le biais du survivant. Ouais. C'est rare, bravo. Mais parce qu'il y a peu de gens. En fait, c'est typiquement, alors pour l'expliquer, je prends souvent l'analogie alors en ce moment c'est peut-être pas la meilleure idée, mais pendant une guerre dans le passé, les ingénieurs essayaient d'améliorer les avions, pour dire, et regardaient les avions qui rentraient de campagne, et puis regardaient où étaient les impacts, ils disaient voilà, là je vais renforcer le blindage. Ça a l'air logique. En plus c'est des ingénieurs, donc des gens qui ont fait des études. Sauf que c'est faux. C'est une erreur là on est en train de faire un biais du survivant, et c'est un statisticien qui leur a expliqué, il s'appelait Abraham Wald d'ailleurs. Il leur a dit, mais là, vous regardez uniquement les avions qui sont rentrés de campagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui, malheureusement, ne sont pas rentrés. Et à mon avis, s'ils ne sont pas rentrés, c'est qu'ils ont été impactés là où il y a le moins d'impact. Et c'est les fameux inconnus, qui est beaucoup utilisé dans le monde militaire, etc. Mais pas que. Et ça, c'est un biais classique. C'est, en fait, on est constamment en train de changer de technologie, mais en fait, on aborde l'observabilité et le monitoring de l'ancienne manière. Donc, si maintenant j'utilise des containers, je ne les monitore pas comme une machine virtuelle.
Si maintenant je fais une microservice, je fais pas du tracing pour comprendre le parcours utilisateur comme je le faisais sur un monolithe, etc. Et sauf que comme c'est des inconnus, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Et ça, pour moi, c'est souvent, c'est plus cette démarche intellectuelle à avoir, d'arriver à... On peut pas les enlever, les biais cognitifs. On vit avec tous les jours. Mais déjà de les réduire un petit peu en se disant, mais en quoi la donnée va me permettre de sortir de ça et de sortir du lot finalement. Parce que il y a une étude, je crois que c'était BCG qui avait fait ça, je trouve très intéressante. C'est en fait, en période de crise, ils ont regardé sur une très longue période la performance des entreprises pendant une situation de crise et pendant quand tout allait bien, le ciel est bleu. Et ils se sont rendus compte, j'avais en tête notamment Berkshire Hathaway, qui est la boîte de Warren Buffett, qui est beaucoup dans les assurances, et ils ont regardé sur 25 ans. Et en fait, Berkshire Hathaway, en période de crise, il surperformait par rapport à ses concurrents. Et quand tout allait bien, il sous-performait. Sauf qu'il y a moins de crises que de jours de ciel bleu. Mine de rien, sur 25 ans, quand il faisait la moyenne, le fait d'être très bon en période de crise, c'est-à-dire de revenir à un état normal plus rapidement, de restaurer le service plus rapidement, etc., en fait, ils surperformaient de 2 points tous leurs concurrents sur la durée. Et c'est ça qu'on essaie aussi d'expliquer aux gens, c'est que être très bon dans la gestion des problèmes, sur le long terme, c'est pas juste revenir à un état zéro, c'est qu'on va gagner des parts de marché, qu'on va devenir meilleur que ses concurrents. Et mais ça, c'est sur le long terme. Après, le problème, c'est que les gens souvent réagissent un peu à court terme. Mais je trouvais cette approche un peu stimulante de dire, parce que les crises, personne n'a envie de les gérer. Sauf que si vous êtes vraiment bon à les gérer, sur le long terme, en plus, ça vous permet d'être différencié, de vous différencier des autres. Ouais. Et c'est le nerf de la guerre. C'est là-dessus qu'on est jugé le plus souvent. On est jugé sur la gestion des crises et moins la gestion du quotidien. Ouais. Mais c'est surtout, c'est que ça rapporte. C'est ça qui est bien. C'est pas juste je reviens à la normale, c'est que j'ai du plus. Et qu'est-ce que tu dis le plus souvent dans le cadre de ton travail qui pourrait s'apparenter à de l'évangélisation, que tu as besoin de dire aux gens pour les embarquer avec toi dans tes objectifs? De poser tout ça sur une feuille blanche avec un stylo. C'est-à-dire que souvent, on se jette sur une techno, on se jette sur le petit problème qui est à droite et à gauche, et on en oublie justement, on fait un peu un biais du survivant quelque part. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'étapes à suivre parce qu'il n'y a rien de pire, encore une fois, si je reprends mon expérience personnelle, il n'y a rien de pire que le changement. Quand on change d'outil, quand on change de manière de collecter les données, parce qu'il y avait des process, des formations, des trucs, il y a tout un historique. Donc, à partir du moment où on décide de faire ce changement, c'est de le faire plutôt bien parce qu'on va le payer pendant longtemps. La tête technique, on la traîne. Donc, moi, je conseille aux gens de démarrer comment je collecte la data. Moi, première étape, Open Télémétrie. Ça tombe bien, c'est open source, j'ai pas d'action dedans, personne n'en a. Nous, on a fait le plein de paris, mais encore une fois, c'est un effort communautaire. Première étape, au moins, j'ai une manière de collecter la télémétrie qui est standardisée, qui est gratuite, dont l'équipe sécurité va aussi adorer, qui me permet en plus de taguer, de mettre plein de choses, d'anonymiser, de faire plein de choses avant d'envoyer les données vers une plateforme d'observabilité ou une plateforme de data. Et qui en plus, si demain j'aime pas la plateforme à qui je l'ai envoyé, j'ai juste à rerouter les flux et j'ai pas besoin de tout réinstrumenter. Parce que ça, c'est ce qui est le plus embêtant. Surtout si j'ai SLS sur chacun des éléments, etc. Donc ça, c'est la première étape. Je m'intéresse à comment je collecte la data. Ensuite, à qui je l'envoie. Et de plus en plus, c'est vraiment d'avoir cette vraie approche plateforme. Oui, on a des équipes séparées. On a beau vendre du DevOps, maintenant on parle de DevSecOps ou de BizDevSecOps, on en rajoute autant qu'on veut derrière. La réalité, c'est qu'on voit quand même souvent encore des silos, etc. Donc c'est déjà d'obliger les gens à travailler ensemble sur la même plateforme et de casser ces silos entre les sources de données pour avoir ce mean time to innocence, mais plutôt dans l'aspect positif. Faire du blameless troubleshooting, quoi. On s'en fout de savoir c'est la faute à qui. On est tous là pour trouver la solution, pour parler clairement. Pour être un peu et si je sais pas avec quelle source de données commencer, je commence peut-être par les logs tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est la source de données que tout le monde comprend. Un développeur sait ce que c'est qu'un log, une équipe IT Ops sait ce que c'est qu'un log, la sécurité savent ce que c'est qu'un log, etc. Et après je rajoute les autres par exemple et je commence à casser les silos, mais il faut les casser, il faut avoir le contexte. Ça sert à rien d'avoir log métrique, trace event si je les ai pas en contexte, c'est juste de la data. Donc ça c'est l'étape 2. Et après je peux m'amuser à aller, je dirais, vers
vers tout ce qui permet d'améliorer tout ça, donc toute la partie AI, etc. Mais il faut vraiment construire, faut vraiment penser comme si je construisais une maison, quoi. Et l'AI, c'est super sympa, mais c'est le panneau solaire. Mais si mon panneau solaire, ma maison, elle n'a pas de fondation, moi, ce qui alimente l'AI, ce qui alimente les algorithmes, c'est la data. Et si la data, comment je la collecte? Voilà. Donc, c'est structurant, mais ça paye. C'est ça qui est sympa, c'est que ça paye. C'est-à-dire que on passe moins de temps à troubleshooter, plus de temps à créer des nouvelles applications. Et je pense que c'est ce que tout le monde veut. Pas avoir à gérer les problèmes, quoi. On préfère le ciel bleu. Enfin, moi, perso, je préfère le ciel bleu. Est-ce que, alors, tu as une opinion que tu n'as pas déjà partagée, parce que tu nous en as déjà partagé quelques-unes. Est-ce que tu as une opinion que tu voudrais nous partager? Non, c'est ça, c'est juste prendre le temps. Pas brûler les étapes. Je sais que ça peut sembler contre-productif lorsque justement tout le monde parle de temps réel. Mais c'est des choses qui se préparent bien. Et faut pas hésiter à demander de l'aide. Que ce soit Splunk, mes confrères, j'imagine que c'est pareil. On a tous, on voit plein de clients tous les jours dans des situations assez similaires. Donc on peut partager des cas d'usage ou des méthodologies ou comment faire pour accompagner les gens justement pour y aller et pas brûler les étapes. Souvent aussi, on essaie ma dernière opinion, c'est toujours de trouver un quick win aussi, parce qu'on a toujours des boss, toujours un patron à convaincre. Et on a une roadmap, mais il faut toujours démarrer avec le premier quick win pour juste créer la confiance. Et après, faut chercher le budget, il faut chercher les équipes qui ont envie de travailler et créer un peu cette dynamique. Ok. Alors, l'épisode touche à sa fin, mais quelle personne tu aimerais entendre dans un prochain épisode? Moi, j'aimerais bien justement, on a beaucoup parlé d'OpenTelemetry. Moi, j'aimerais bien écouter peut-être une société justement. Enfin, nous, on en connaît quelques-unes, donc je peux peut-être te donner des noms, mais des retours d'expérience sur de l'OpenTelemetry ou sur l'observabilité également. Parce que moi, c'est des sujets qui m'intéressent, donc j'aimerais bien écouter. C'est une super idée. Merci Stéphane. Merci à toi.